Bonjour à tous. On va commencer ce webinaire. Alors déjà, je voudrais remercier tout le monde de vous être connectés, d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir assister à cette petite présentation. Donc là, c'est notre webinaire numéro 5. C'est la 5e édition de My Story d'infirmier. Et donc aujourd'hui, on partira à la rencontre d'infirmiers et d'infirmières qui témoigneront sur leur service. Donc voilà, je vous propose de commencer. Hop, ça, c'est parti. Donc, les objectifs de ce webinaire. Donc, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, rencontrer des infirmiers et des infirmières ainsi que des cadres. Il y aura aussi des représentants de la direction des soins et de la DRH qui pourront répondre à tout ce qui est question autour de nos avantages, des logements, des contrats, etc. Le deuxième objectif de cette présentation, c'est de découvrir notre GHU parce qu'il y a plusieurs hôpitaux et plusieurs spécialités qui le composent. Et enfin, vous pourrez poser toutes vos questions un petit peu plus spécifiques sur l'intégration, sur les choix de service, sur l'ambiance dans l'équipe, par exemple. Donc voilà. Donc moi, je me présente, je m'appelle Célia, je travaille sur le groupe, enfin le GH depuis près d'un an sur tout ce qui est recrutement digital, donc notamment l'organisation pour faire bref, voici les hôpitaux du coup qui composent notre GHU. Donc Brocal la Collégiale, Cochin Port-Royal, Corentin-Selton, Georges Pompidou, Hôtel-Dieu, Necker Enfants Malades, Évo-Girard, Gabriel Palais. Donc pour information, tous ces hôpitaux sont regroupés dans le centre de Paris, dans plusieurs arrondissements, sauf Corentin-Selton. Ils sont assez bien desservis en transport. Il y a le RER, les métros, les tramways, etc. Donc c'est assez pratique pour se rendre sur son lieu de travail. En quelques mots, le GHU, donc c'est des spécialités médicales, chirurgicales et obstétricales, des équipes pluridisciplinaires et hyper spécialisées. Il y a aussi notamment des plateaux techniques de pointe, donc sur plusieurs hôpitaux de notre GHU, une prise en charge médicale d'excellence, un très large choix de formation. On a aussi des outils comme des robots qui sont disponibles. Et donc voilà, c'est une offre très large qui est disponible. Donc, en quelques chiffres, on a 8500 accouchements, par exemple, en une année, 458 greffes. On a eu 258 000 passages aux urgences. Donc, voilà, c'est un très gros volume de patients et de personnel. Je vous propose tout de suite, du coup, de commencer cette présentation avec donc les deux secteurs qu'on a proposés sur cette édition, qui sont donc la néphrologie pédiatrique avec l'hôpital Necker et le travail de nuit. Alors, cette fois, le travail de nuit, il y aura deux services qui interviendront, notamment la suppléance de nuit et la médecine interne. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite avec la néphrologie pédiatrique avec l'hôpital Necker. Donc, on a deux infirmières qui sont connectées avec nous, une cadre. Donc, je vous laisse vous présenter tout de suite. Commençons par Amandine. Donc, je m'appelle Amandine, je travaille dans le service de néphrologie pédiatrique depuis 2012. En 2017, je suis passée dans l'unité d'hémodialyse qui est rattachée au service. Ça a été l'occasion aussi de passer le diplôme universitaire épuration extra-rénale à Amiens. Et en 2019, je suis partie faire la formation d'infirmière en pratique avancée, qui est un master sur 2 ans. Et je suis revenue en juillet 2021 dans le service. Et je m'occupe spécifiquement des patients dialysés. D'accord, très bien. Et moi, je me présente, je m'appelle Mélanie. Je suis infirmière puéricultrice dans le service de néphrologie depuis 2015. Auparavant, j'ai travaillé aux urgences et j'ai fait ma formation puéricultrice à la suite des urgences avant de me présenter du coup, dans le service de néphrologie. Et je m'y plais depuis. D'accord. Et peut-être un petit mot de la cadre du service? Bonjour, Jean-Marie Maréchaux, je suis cadre du service de néphrologie pédiatrique. Dans le service de néphrologie pédiatrique, nous avons donc le secteur traditionnel, et nous avons aussi le secteur d'hémodialyse. Donc, les infirmières qui travaillent dans ces secteurs peuvent éventuellement par la suite évoluer en allant sur le secteur d'hémodialyse si elles le souhaitent. Et nous proposons aussi de nombreuses formations pour adapter les compétences des infirmières et des puéricultrices au type de patients que nous prenons en charge dans le service. D'accord. Voilà, là, une petite slide sur la présentation du coup des deux unités du service. Donc, en quelques mots, voilà, si vous pouviez présenter, je vous laisse la parole sur l'organisation du service.
Donc, du coup, on a un service d'hospitalisation de 12 lits qui accueille des patients de la naissance jusqu'à 18 ans, voire parfois plus, puisqu'on suit des patients chroniques. Et donc, on les accompagne après dans la transition vers les services adultes. Donc, c'est un service qui regroupe des patients avec une maladie rénale ou de l'hypertension pour les enfants. C'est une spécialité qui est assez diversifiée. On a vraiment tout le parcours du patient, du diagnostic jusqu'à la mise en dialyse, puis après la transplantation rénale. On a d'ailleurs un programme d'éducation thérapeutique qui accompagne les patients tout au long de leur parcours. Et donc, on retrouve pas mal de soins divers et variés, avec notamment des prélèvements sur les cathéters centraux, sur les PAC, les chambres implantables, des ponctions sur les fistules artério-veineuses qui sont spécifiques aux patients en hémodialyse, sondage urinaire. Et du coup, dans le service d'hospitalisation, on suit aussi les patients en dialyse péritonéale avec tout ce qui est formation des parents et puis après suivi mensuel, bimensuel des patients qui sont à domicile. Et donc, on a également le service, l'unité d'hémodialyse pédiatriques avec 6 postes et donc un accueil de 12 patients jusqu'à 12 patients par jour par demi-journée, 6 patients par demi-journée, pardon. Et donc on fait à la fois de l'hémodialyse et de l'immunoabsorption avec des patients pas forcément atteints de pathologie rénale, mais aussi de pathologies neurologiques, transplantés d'autres organes, etc. Ok, très bien. On a eu quelques questions qui ont été posées lors de l'inscription du coup de ce webinaire de certains étudiants et infirmiers, notamment par exemple le type de médicament qui est administré du coup aux patients. Est-ce que vous avez Alors, on va surtout utiliser des médicaments antihypertenseurs, que ce soit du coup de manière orale ou IV. On va utiliser des médicaments pour tout ce qui est immunosuppresseurs. On va utiliser tout ce qui est aussi traitement de suppléance pour l'insuffisance rénale. Très bien. Que ce soit Péros ou IV. Ok, super. Peut-être qu'on peut passer du coup à l'organisation du service, aux horaires. Du service, oui, l'organisation du service. Donc, actuellement, nous sommes encore sur les horaires de 7h30 en journée et 10h de nuit. Donc, nous avons pour nos 12 lits 2 infirmières pour le matin, 2 infirmières l'après-midi, 2 infirmières de nuit. De la même façon, en journée, donc nous avons 2 auxiliaires ou aides-soignantes le matin, 2 auxiliaires ou aides-soignantes l'après-midi et 1 de nuit. Par contre, nous avons comme perspective de passer en 12 heures. Donc, nous devons passer au niveau des instances d'ici peu de temps pour avoir une réponse sur la possibilité du passage en 12 heures. Donc, c'est vrai que c'est une demande des infirmières du service. Donc, nous espérons pouvoir y accéder très rapidement. Sinon, au niveau du service, nous avons donc des médecins, donc des seniors, donc voilà, avec des chefs de clinique qui sont responsables de l'hospitalisation, des internes qui sont au nombre de 4 à peu près par jour, qui se répartissent les patients. Ils sont présents globalement de 8h30 jusqu'au soir vers 19h. Nous avons une organisation de CV, c'est-à-dire une visite le matin avec les médecins qui rencontrent les infirmières pour parler des patients hospitalisés et pour effectivement définir sur la journée du projet pour chaque patient et des soins prioritaires à réaliser. De la même façon, en fin d'après-midi, vers 17-18 heures, il y a de nouveau une visite de CV de soir avec les médecins et les infirmières présentes pour réadapter les traitements ou les soins en fonction des résultats que nous aurons eus dans la journée. Donc, ensuite, ils sont très disponibles toute la journée. Nous avons des internes qui sont responsables, chacun d'un certain nombre d'enfants, de 3 à 4. Et effectivement, ils sont disponibles pour répondre aux questions sur les pathologies, sur les prises en charge, sur le choix des traitements qui ont été décidés. Ils sont disponibles pour les infirmières, les aides-soignantes, aussi pour les parents. Ils sont vraiment très présents dans le service. Nous avons une diététicienne affectée pour l'hospitalisation, une pour
pour l'hémodialyse, sachant qu'effectivement, sur la néphrologie pédiatrique, le régime fait partie du traitement, donc c'est d'une importance capitale. Donc, les diététiciennes sont aussi tout à fait disponibles pour les infirmières, pour les parents, pour les enfants, autant de fois que nécessaire, pour répondre à nos questions. Nous avons aussi une pédopsychiatre, une psychologue, tout à fait disponible aussi pour rencontrer les patients, leurs parents, pour les suivre lorsque les patients sont sortis, mais aussi pour rencontrer les infirmières, répondre à leurs questions concernant les prises en charge au niveau psychologique, parce que les parents ont réellement besoin d'un accompagnement lorsqu'il s'agit d'une pathologie chronique. Et d'autre part, nous avons aussi une assistante sociale affectée pour le service qui prend en charge tous les difficultés sociales que peuvent rencontrer les parents. Donc, elle peut les rencontrer. Elle nous rencontre aussi pour nous faire part des décisions qui ont pu être prises. Et elle est aussi disponible pour répondre à nos questions. Nous avons aussi dans le service une éducatrice de jeunes enfants qui est présente et qui va soit au chevet des enfants, dans les chambres directement lorsqu'ils ne peuvent pas se déplacer, elle les rencontre, elle leur propose des activités. Elle peut d'autre part les accueillir aussi dans la salle de jeu, une grande salle de jeu avec des activités possibles pour les enfants. Nous avons aussi des enseignants dans le service, une enseignante qui est affectée au secteur d'hémodialyse, une autre qui est affectée à l'hospitalisation. Elles sont présentes comme des enseignants, donc toute la semaine, du lundi au vendredi. Elles organisent aussi le suivi scolaire pour les grands, les adolescents, avec la venue de professeurs de langue, de mathématiques, pour leur permettre un suivi de scolarité au plus près de ce qu'ils auraient pu suivre s'ils n'étaient pas hospitalisés. D'autre part, nous avons des activités qui sont régulièrement organisées aussi pour les enfants par l'espace Pinsiel, avec la venue soit de sportifs, la venue d'acteurs, voire effectivement parfois des projections ou d'autres activités. Donc en fait, nous avons beaucoup d'activités organisées, beaucoup de possibilités de suivi par différents professionnels des enfants et même éventuellement des équipes qui peuvent intervenir qui ne sont pas du service mais qui sont effectivement transversales sur l'hôpital, c'est-à-dire l'équipe douleur si c'est nécessaire, pour avoir des conseils sur la prise en charge de la douleur si nous avons des questionnements. Donc, en fait, nous allons dire que c'est vraiment une équipe complète et nous avons vraiment à disposition des professionnels compétents qui sont toujours disponibles pour répondre aux questions que l'on peut se poser. Voilà pour une présentation rapide. Merci pour votre témoignage. Il y a une question qui nous a été posée sur le type de profil qui intègre donc ce service. Est-ce que vous recrutez par exemple des jeunes professionnels ou des infirmiers qui n'ont pas forcément d'expérience en pédiatrie? Est-ce que, par exemple, vous deux, Amandine, vous avez déjà vu ce type de profil intégrer le service? Absolument. On a 1 mois d'intégration, plus plus s'il y a besoin, si la personne qui est en train d'intégrer se sent assez à l'aise, mais il n'y a pas forcément besoin de formation de puéricultrice en amont. Après, c'est sûr qu'avoir des connaissances sur les enfants en plus, on se sent tout de suite plus à l'aise. Mais en tout cas, la formation permet d'être à l'aise dans le service sans avoir fait ce type de parcours. C'est mon cas d'ailleurs. Quand j'ai intégré le service, je sortais tout juste de l'école. J'avais pas le diplôme de puéricultrice. L'expérience que j'avais en pédiatrie, c'était quand même au cours des stages. Voilà, c'était mon premier emploi. Et l'avantage qu'on a aussi sur Necker, c'est qu'il y a une formation continue et donc on se forme au fur et à mesure. On peut demander des formations qui sont proposées soit dans l'hôpital, soit au sein de la PHP. Et puis après, il y a aussi des professionnels expérimentés dans le service qui sont là aussi pour soutenir l'équipe infirmière. Les aides-soignantes, par exemple, sont très expérimentées, ont beaucoup d'ancienneté dans le service. Donc ça, c'est un réel appui pour nous. Et voilà. En tout cas, il y a pas mal de monde et même l'équipe pluridisciplinaire, la diététicienne, les médecins, ils sont là aussi pour nous aider. Ils proposent d'ailleurs des journées de cours théoriques sur les pathologies, sur les prises en charge, le régime alimentaire. Donc ça, c'est des choses qui sont proposées régulièrement dans le service. D'accord, très bien.
Et peut-être en termes plus concrets, l'intégration, du coup, comment ça se passe? Est-ce que les infirmiers pratiquent les soins? Est-ce qu'ils sont juste en... Est-ce qu'ils voilà, ils sont lâchés, on va dire, dans la nature? Ou non, justement, il y a un vrai accompagnement en binôme, j'imagine. Comment ça se passe l'intégration? Répondre et après vous compléterez. Alors donc généralement c'est moi qui organise l'intégration donc des jeunes infirmières. Généralement je les positionne avec une infirmière expérimentée. Donc au cours de la période d'intégration, l'infirmière peut avoir des périodes de congé, mais j'essaie de toujours les mettre avec une infirmière, maximum 2 infirmières qui va les suivre durant cette période d'intégration qui va durer 1 mois minimum, plus si nécessaire, si l'infirmière en éprouve le besoin. Donc, ce sont des infirmières expérimentées qui vont les accompagner, qui vont d'abord leur présenter le service, les types de soins, les types de pathologies qui sont rencontrées, qui vont aussi leur parler des traitements que l'on utilise, un peu des surveillances particulières, qui vont répondre à leurs questions. Et ensuite, petit à petit, on va leur laisser en charge 1, 2, puis 3 patients, avec toujours en supervision l'infirmière référente qui sera toujours avec elle et qui ne la laissera faire des soins qu'à partir du moment où elle aura validé que l'infirmière nouvellement appelée maîtrise la technique de soins qui lui est demandée. On ne la laissera jamais seule face à une difficulté. L'infirmière est toujours présente avec elle et ne la laisse éventuellement en autonomie qu'à partir du moment où elle est suffisamment à l'aise. Je ne sais pas, Amandine ou Mélanie, vous pouvez répondre. Moi, je voulais juste compléter sur le fait que même une fois l'intégration finie, bon, déjà, de toute façon, il faut qu'elle soit validée. On a un livret de suivi avec les différents soins qu'on retrouve dans le service, les différentes procédures. Donc, une fois que c'est validé et que l'intégration est finie, on ne se retrouve jamais totalement seul de toute façon dans le service, puisqu'on a donc deux ailes qui sont proches, et donc on travaille aussi toujours à 2 infirmières. Donc, même si on a nos patients attitrés, il y a l'infirmière aussi qui n'est pas très loin et qui peut nous aider si on a des questions, si on a besoin d'aide sur un soin en particulier. Il y a aussi l'équipe d'hémodialyse qui est là du lundi au samedi de 7h à 19h, qui sont généralement des infirmières qui sont déjà passées par l'hospitalisation, donc qui connaissent bien aussi les soins, les pathologies et qui peuvent aussi épauler les jeunes infirmières s'il y a besoin sur la journée. Et je suis aussi présente sur la journée du lundi au vendredi pour venir épauler les infirmières qui ont besoin. Oui, on n'aura pas le temps en 1 mois de voir tous les soins possibles dans le service. Donc, du coup, le fait d'être 2 infirmières et d'avoir toute l'aide autour, si tel type de soin, l'infirmière n'a jamais fait, elle ne sera pas toute seule ou il ne sera pas toute seule pour le faire. Et on a remis aussi... il n'y a pas si longtemps, les protocoles et les procédures. Donc, on a des classeurs qui sont dans le poste de soins avec les différents soins, les différentes procédures qui peuvent exister. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à s'appuyer sur tous ces supports-là qui existent. Ok, super. Et peut-être un mot sur le relationnel avec les patients. Donc, je sais que quand on a échangé ensemble, vous m'avez dit qu'il y a certains patients que vous suiviez qui étaient tout petits, qui rentraient tout petits dans le service et qui voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, moi, c'est ce que j'aime le plus dans le service, c'est cette chronicité. Donc, il y a des patients qui sont suivis de presque la naissance pour certains et qui vont grandir petit à petit. Donc, on les connaît très bien, surtout les patients d'hémodialyse qui viennent quand même au minimum 3 fois par semaine. Donc, on croise, qui sont hospitalisés au besoin. Il y a aussi les familles qui sont là et qui sont une vraie aide pour nous, les parents qui les connaissent au quotidien. Donc, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'apprécie dans le service. C'est des patients qu'on connaît, on suit leur histoire jusqu'à la transplantation et même après. Donc, c'est quelque chose, je trouve, d'appréciable et de gratifiant. Absolument. Moi, je te rejoins là-dessus. C'est l'une des choses qui me plaît le plus dans ce service. On voit les enfants, des fois, à la sortie de la maternité. Donc, on les voit grandir, évoluer, commencer à marcher, parler. Et ça, c'est vraiment gratifiant. Sinon, en plus, dans le service, c'est les soins extrêmement variés. On n'est pas figé et cantonné à quelques soins types. Et ça, on perd la main sur rien du tout.
On a une équipe, c'est une petite équipe, on est 14 infirmières, à peu près le même nombre en type d'aide-soignants, et on a 12 lits. Du coup, au final, c'est peu de patients, et sur une équipe qu'on se connaît tous très bien les uns les autres, et on est assez unis, donc ça, c'est pas mal aussi. Et l'équipe médicale, pareil, est très présente en soutien, les internes, surtout en ce moment, après, ils changent tous les 6 mois, mais qui sont proches de nous et nous aident au quotidien. Pareil, au niveau médical, on n'est jamais seul et c'est un plus vraiment très utile, surtout quand on commence. Ok, top. Merci pour ce témoignage. Moi, je voulais faire du coup un tout petit point sur la formation. On l'a abordé brièvement. Amandine, vous êtes un exemple parlant pour la formation. Donc, il y en a beaucoup qui sont délivrés dans le service. Donc, je sais qu'il y a des... on peut demander... Enfin, voilà, je vous laisse parler de votre parcours, du DU que vous avez fait et voilà. Donc effectivement, on a la chance de pouvoir être financé pour des formations, donc que ce soit les formations proposées par l'hôpital, notamment l'éducation thérapeutique, la prise en charge de la douleur. Je sais qu'en commençant, j'ai demandé pas mal de formations. C'est des formations d'une journée, voire plus pour certaines. Et puis après, en tout cas pour les infirmières d'hémodialyse, il existe un diplôme universitaire d'épuration extra-rénale qui est fait sur Amiens et qui nous est proposé à toutes. Donc tous les ans, on a la chance d'avoir une infirmière qui part faire ce DU qui se déroule sur une journée par semaine. Et à la fin, avec une validation des connaissances. Donc ça, je trouve que c'est un plus dans notre prise en charge parce que même si évidemment, il y a aussi un temps d'intégration en hémodialyse qui est plus long, qui est de 2 mois, ça permet vraiment d'approfondir et d'aller au bout de nos connaissances. Et après, j'ai eu la chance aussi qu'on me propose le master d'infirmière en pratique avancée, qui est tout nouveau, qui existe depuis 2018. Et j'en profite aussi pour dire qu'on a une deuxième IPA qui est en ce moment en formation et qui va revenir dans le service normalement cet été et qui, elle, s'occupera de la partie transplantation. Donc en tout cas, c'est vraiment un apport de connaissances, compétences, on monte en compétences et voilà, c'est un plus pour nous. Ok, parfait. Donc voilà, donc vous voulez postuler dans ce service, si vous voulez en savoir plus, donc voilà, nos équipes sont disponibles et voilà, on répond à toutes vos questions, que ce soit personnelles ou un peu plus générales. Voilà, je vous laisse une petite photo de l'équipe. Donc de néphrologie. Donc là, il y a un peu tout le monde sur la photo. Pareil, le lien de la vidéo YouTube qui présente le service aussi en quelques minutes. Donc voilà, vous pouvez cliquer dessus et voir toute l'équipe. Si vous voulez dire peut-être un dernier mot à tous ceux qui nous regardent, allez-y, c'est le moment du coup. Alors, nous acceptons avec plaisir les candidatures de tous ceux et celles qui souhaiteraient nous rejoindre dans ce service. Donc, c'est une équipe qui est très dynamique, très volontaire et effectivement qui a soif d'apprendre. Effectivement, nous apprenons tous les uns des autres et donc nous serions très contents que vous rejoigniez notre équipe. Donc, venez nombreux. Venez nous rejoindre. Voilà, venez nous rejoindre nombreux. Donc, à bientôt. Merci beaucoup. Merci pour votre temps et votre témoignage. Merci. Du coup, voilà, on reste disponible si vous avez des questions. Normalement, on a essayé d'aborder toutes les questions qui ont été posées tout au début. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Alors, il y a le chat déjà je ne sais pas si je l'ai précisé tout au début de cette présentation. Il y a un chat Q&R où vous pouvez poser vos questions directement du coup à nos professionnels. Et après, voilà, si parfois les questions sont un peu plus personnelles sur une situation, sur des doutes, etc., il y a toujours cette adresse qui a été communiquée du coup dans le chat et qui est normalement juste après. Hop, voilà. recrutement.aphpcentre@aphp.fr. Et donc, c'est pas forcément qu'une adresse de recrutement, c'est une adresse, comme je le disais, d'aide, de contact, de suivi, etc. Donc voilà. Donc pour cette première partie, c'est terminé. Donc là, on passe à la suite. Moi, j'aimerais aborder
tout ce qu'on propose, tous les avantages qu'on propose, parce que je sais que certains qui sont connectés ne sont pas forcément situés en Île-de-France. On a des visiteurs, enfin des spectateurs de la Réunion, de la Bretagne. Voilà, donc c'est un public très large. Donc, je voulais faire un petit point sur tout ce qu'on propose parce qu'on a beaucoup de choses à vous offrir. Donc, alors ça, c'est un petit point de présentation. Parfois, on nous pose la question, combien touche un infirmier ou une infirmière en entrée, du coup en sortie d'études. Donc, c'est 2100 € net par mois. À cela, il faut donc ajouter la prime de service semestriel, les indemnités liées à la nuit, enfin à l'activité ou voilà, à la nuit ou au dimanche. Et enfin, il y a une prime d'installation la première année. En termes de recrutement, donc on est sur une mise en stage qui est une période d'essai et on est recruté en tant que fonctionnaire. Donc ça, c'est propre au métier d'infirmier. Donc c'est un véritable, comment dire, c'est une situation pérenne, je dirais. Pour un premier emploi, c'est pas mal. Donc pour faire un petit point sur cette aide à l'installation, donc, on propose des logements attractivité qui sont des logements à très faible loyer. Donc, c'est à partir de 250 € par mois. Le bail est de 6 mois, renouvelable une fois. Donc, ça, c'est c'est une solution qui peut vous permettre de chercher un logement un peu plus pérenne. Donc, quand on vient de province ou voilà, c'est pas mal pour s'installer à Paris. Ensuite, on propose aussi également des logements fidélisation. Donc là, c'est des logements pour nos agents qui sont déjà en poste. Et là, le tarif est de moins 40% du prix du marché. Donc, ça reste quand même très attractif. Et là encore, ils sont généralement situés très proches de l'hôpital en question. Donc, voilà, pour tout ce qui est logement et aide à l'installation, n'hésitez pas, du coup, encore une fois, à nous contacter. Euh, voilà. Alors là, j'aimerais laisser parler peut-être Madame Rouzot, qui est notre représentant de la DRH, peut-être pour nous faire un petit point sur le CAE. C'est un contrat qui nous est souvent, voilà, qui est assez intéressant. Est-ce que Madame Rouzot est présente? Bonjour, non, c'est pas Madame Rousseau, c'est Valérie Perrier à la direction des soins de l'hôpital Necker. Donc, pour vous faire un petit point sur le contrat d'allocation d'études, donc effectivement, il y a des mises en place de contrats d'allocation d'études qui sont ouverts pour les étudiants de troisième année. Donc, c'est une rémunération de 750 € par mois sur 10 mois. Et donc, avec un contrat d'engagement qui est sur 18 mois. Donc voilà, si vous avez des questions, les contrats d'allocation d'études sont aujourd'hui, en tout cas à ce jour, ouverts jusqu'à, il n'y a pas de date. Hein. Donc, vous pouvez tout à fait encore postuler sur avril, mai, juin. On part sur ce contrat d'allocation d'études pour la troisième année. Ok. Et alors, on a une question. Quelles sont les modalités pour obtenir un CAE et comment postuler du coup? Alors, il faut nous envoyer CV et lettre de motivation. Donc, vous êtes contacté par, en l'occurrence, c'est moi-même sur l'hôpital Necker. Je me mets en contact systématiquement des réceptions du CV et de la lettre de motivation. Et ça fait partie des choses que je demande de manière systématique si nous entrons ou pas dans le cadre d'un contrat d'allocation d'études. D'accord. Donc, c'est un CV lettre de motivation qu'on peut vous envoyer du coup. Oui, tout à fait. Et des réceptions du CV lettre de motivation, moi, je vois avec l'étudiant quels seraient les services par lesquels il serait intéressé et on oriente ensemble vers un service pour ensuite proposer un entretien en recrutement. Ok, super, très bien. Donc voilà, vous avez toutes les infos pour postuler pour un CAE. Voilà, on passe à la suite. Donc, en termes de qualité de vie au travail également, donc on propose des bulles bien-être. Donc ça, c'est un dispositif qui permet en fait d'avoir accès à des cours et à des activités sportives gratuites sur le lieu de travail. Donc, on propose des cours de sophrologie, de musculation. Il y a des cours il y a un kiné qui est là, un coach sportif. Donc voilà, c'est pas mal en sortant du travail même pendant la journée. La plage horaire est assez large. Donc voilà, c'est un dispositif sur le lieu de travail. On propose aussi les crèches hospitalières. Donc ça, c'est des crèches qui sont les horaires sont très larges. C'est ouvert très tôt le matin et ça finit très tard le soir. C'est ouvert certains week-ends également. On a beaucoup d'acceptation sur de nombreux dossiers. On en a parlé tout à l'heure aussi sur la possibilité de formation et d'évolution donc ça, c'est
sur tout le GHU. Donc là, on vous écoute. Si vous voulez, il y a des possibilités d'évolution en tant que cadre, en tant que… Voilà, c'est très large. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Donc on vous écoute et ça, c'est vraiment un atout. Un atout majeur qu'on propose. Également, donc on propose des places de parking. Donc ça, c'est en fonction du lieu de votre résidence. Vous pouvez avoir une place de parking donc sur le site où vous travaillez. Enfin, à titre d'info, on propose aussi des médiathèques, des baby-foot sur certains sites, des cocos micro-siestes qui sont disponibles dans certains services et dans certaines bulles. Et enfin, donc il y a 2 dispositifs qui sont Lagospap et OptiSoin qui proposent des réductions sur plein de choses, sur les loisirs, les musées, les sorties, les vacances, etc. Donc, ça aussi, c'est pas mal quand on habite à Paris. Et donc maintenant, le deuxième sujet que je voudrais aborder, donc, ce serait le travail de nuit. Donc là, on a 2 équipes différentes de l'hôpital Cochin qui sont avec nous. Donc, c'est le service de médecine interne et l'équipe de suppléance donc, qui vont nous parler un peu du cadre de vie la nuit, du travail la nuit, parce qu'on a reçu pas mal de questions là-dessus. Je sais que quand on est en études, on ne fait pas forcément de stage la nuit. Donc voilà, c'est l'occasion de poser vos questions. Donc, on commence par du coup la médecine interne avec Roland. Donc, Roland, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je vous laisse sur le même principe que la néphrologie, si vous pouvez vous présenter votre parcours. Oui, bonjour. Alors, je suis Rolande. Je suis diplômée depuis 1994. J'avais fait mon école à La Rochefoucauld, c'était l'école de Cochin. J'ai fait 21 ans en réanimation et je suis depuis 7 ans en médecine interne de nuit. Et j'étais déjà en réanimation alternée jour-nuit et je voulais un poste fixe de nuit, donc puis je voulais changer de la réanimation. Donc, c'est pour ça que je suis en médecine interne. D'accord, très bien. Alors, quelques mots peut-être sur la médecine interne. Oui, alors en fait, comme c'est marqué sur la diapo, il y a 3 salles de 18 patients. C'est une hospitalisation conventionnelle et il y a 2 infirmières, enfin 2 infirmiers par salle. Et sinon, il y a une salle d'hôpital de semaine où il y a 16 patients avec un infirmier et un aide-soignant. Les pathologies, c'est des pathologies très variées. Et ça va de toutes les maladies orphelines et les maladies auto-immunes comme le lupus, la sclérodermie, toutes les fièvres inexpliquées qui arrivent aux urgences. En fait, on est service d'aval des urgences, donc les pathologies sont variées, très intéressantes. Et même de nuit, ça reste un service très dynamique, avec beaucoup de soins techniques, contrairement à ce qu'on peut penser. On continue à faire des soins techniques, c'est pas que du gardiennage en fait, comme parfois la médecine interne pourrait avoir l'image. Quand on avait échangé ensemble, vous m'aviez parlé d'un cas d'un patient qui avait une fièvre inexpliquée. Est-ce que, moi j'ai trouvé ça sympa est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler? Oui, alors en fait, on a beaucoup de fièvres inexpliquées. Tout ce qui ne peut pas aller en rhumato, qui ne peut pas aller en cardio, qui ne peut pas aller en chirurgie, ben, forcément, ça vient en médecine interne. Alors oui, alors la médecine interne, c'est une vraie spécialité, c'est pas médecine tout court. Et d'ailleurs, le spécialiste de la médecine interne, c'est l'interniste. Donc là, c'était un patient de 25-30 ans qui arrivait pour fièvre inexpliquée. Il avait la fièvre pendant 3 ou 4 jours, ça ne baissait pas avec avec le paracétamol. Et on lui avait fait une grande batterie d'examens comme tout le temps en médecine interne. Et personne ne trouvait ce qu'il avait. Et au bout de 3 jours, il s'est rappelé qu'il avait passé une nuit dans les catacombes à Denfert-Rochereau. Et en fait, il avait la leptospirose, la maladie, parce qu'il avait été en contact avec l'urine de rat. Et donc, à la fin, on a trouvé. En fait, c'est un peu Dr House, la médecine interne. D'accord, ok, bah super. Et ok, peut-être en termes d'organisation de travail, comment ça fonctionne, Oui, vos alors horaires? il faut savoir que c'est un poste fixe de nuit. Donc pour les personnes, enfin les jeunes diplômés ou les moins jeunes diplômés qui cherchent un poste de nuit, c'est vraiment le planning est fixe et c'est que de la nuit. On ne tourne pas et c'est en 10 heures, donc c'est 21h, 7h et c'est le planning classique du 3-2. Voilà, une grande semaine de 5 nuits, une petite semaine de 2 nuits. Et le travail est plus calme qu'en journée parce qu'il y a moins de bruit, il y a moins d'éclairage, il n'y a pas la famille. Donc, on a plus de temps pour faire les soins et c'est en ça que c'est agréable. D'accord, donc vous qui avez un peu alterné entre le jour et la nuit quand vous travaillez en RIA, vous sentez vraiment que la prise en charge du coup des patients elle est différente? Est-ce que les soins, est-ce qu'ils sont différents par exemple? Oui, les soins sont différents. Et on a bon, hors Covid,
on a rarement d'entrée la nuit parce qu'ils restent aux urgences sous surveillance. Ou alors, quand le SAU déborde, forcément, on a les entrées de nuit. Mais c'est quand même confortable, une entrée de nuit. C'est pas hyper stressant parce que le patient a déjà été vu par les seniors et les internes des urgences. Donc, ils savent pourquoi il vient. Il a déjà les prescriptions qui sont déjà commencées. Enfin, en tout cas, tous les soins sont prescrits. Donc, ce n'est pas à nous d'appeler le médecin. Il vient déjà avec sa prise en charge et ses prescriptions. Et souvent, il vient, il est déjà perfusé. Voilà. Donc, nous, on continue les soins. Et il y a rarement d'entrée la nuit. Mais sinon, sur les patients qui sont déjà rentrés, il y a quand même beaucoup de soins. Par exemple, il y a beaucoup de prises de sang la nuit. Il reste quand même tous les soins techniques de base, genre les sondes urinaires, les sondes gastriques. Et on fait même des bécatubages. Ça, c'est quand même assez rare maintenant en médecine, mais nous, on en fait. Il faut venir rien que pour ça. Ok. Et peut-être, donc, comment vous arrivez à vous organiser du coup dans votre vie perso? Est-ce que, comment dire, c'est le rythme? Comment vous organisez? Alors, en fait, la clé de la réussite du travail de nuit, déjà, il faut pouvoir travailler de nuit. C'est même pas vouloir. Si vous voulez travailler de nuit alors que vous ne pouvez pas dormir dans la journée, bon, ben, ça, je pense que c'est quand même un peu voué à l'échec, ne serait-ce que pour votre vie privée et puis votre santé. Donc, il faut réussir à bien dormir la journée. Et de la même façon que quand on travaille 2 jours, on dort la nuit, ben, quand on travaille de nuit, on dort dans la journée. Il ne faut pas essayer de se lever à midi moins le quart pour manger à midi, parce que quand vous êtes 2 jours, vous ne mangez pas à minuit. Donc, c'est vraiment totalement inversé, en fait. Et il ne faut pas essayer de se lever plus tôt parce qu'on a des choses à faire. Les choses qu'on a à faire, mais on les fait pendant ces jours de repos, parce que sinon, après, on a vraiment des coups de barre la nuit et puis on ne tient plus et puis la santé ne suit pas. Et peut-être expliquer comment se passe du coup une nuit type quand vous arrivez. Okay. Oui. Donc, quand on arrive à 21h, on prend les transmissions de l'équipe d'après-midi qui dure à peu près un quart d'heure, une demi-heure. Ensuite, donc, on revoit sur l'ordinateur, on relève tous nos soins pour la nuit. Ensuite, on fait un premier tour vers 22h, 22h30. Donc, on prend les constantes, on va voir tous les patients, on analyse les médicaments qui sont administrés à ces heures-là. Après, toute la nuit, s'il y a des antibiotiques ou des soins, ben, on les fait. Et puis, on passe de temps en temps dans les chambres, voir si les patients sont dans leur lit, éventuellement, sont encore là s'ils sont fatigués. Et puis, on fait les soins. Et puis, voilà. Et à 22h, on a quand même beaucoup le temps de parler avec les patients. Parfois, ils nous attendent parce qu'ils savent que c'est nous. Alors, comme on a des pathologies un peu chroniques, on les revoit d'une hospitalisation à l'autre. Et ça, c'est assez gratifiant quand ils nous reconnaissent. Ils sont quand même très sympas, les patients de médecine interne, je dois dire. Et après, vers 4h30, 5h, on fait des bilans, si c'est prescrit. Il y a des bilans sanguins qui doivent être faits de nuit parce qu'on attend les résultats en urgence avant midi. Voilà. D'accord. Et on va répondre aux sonnettes, on fait les autres soins, on répond à leurs questions ou à leurs sonnettes. Donc, ils vous attendent, ils ont envie de poser vos questions qu'ils n'ont pas forcément pu poser dans la journée, c'est ça? Exactement, parce que comme le rythme de jour est un peu plus soutenu, alors parfois les patients n'osent pas poser leurs questions aux médecins, parce qu'ils les voient un peu comme Dieu, et ils n'ont pas le temps de poser leurs questions aux infirmières, parce que c'est les infirmières de jour, elles sont tout le temps dans la course, les pauvres. Donc, en général, les patients nous attendent le soir, effectivement, pour poser des questions. D'accord, donc le rythme, j'imagine, il est plus calme et vous avez plus le temps d'établir une relation. Plus de temps pour faire du relationnel avec les patients et ça, c'est vraiment intéressant. D'accord. Ok, bon, c'est bon à savoir. Est-ce que, alors, on a une petite question qui a été posée. Est-ce qu'un jeune diplômé, du coup, peut rejoindre un service de nuit? Oui, tout à fait. Alors, en termes de compétences, pour rejoindre le service de nuit, déjà, il va falloir passer par un mois d'intégration de jour. Comme ça, le jeune diplômé pourra voir toutes les salles, pourra connaître un peu Cochin, connaître les examens, les tubes, les feuilles, parce qu'il y en a beaucoup en médecine interne, et pourra connaître aussi tous les protocoles qui sont faits dans la journée pour les maladies spécifiques. Et après, il aura quelques jours, enfin quelques nuits par contre, d'intégration de nuit. Et puis voilà. En plus, il y a une grande solidarité avec l'équipe, donc il n'y a vraiment pas de problème pour un jeune diplômé. Au contraire, on les attend. D'accord. Et parce que c'est une question qui avait été posée également. Est-ce que, vous disiez qu'il n'y avait pas forcément un médecin la nuit qui était on n'a pas de présent dans le service présent, mais il est joignable au téléphone et c'est le médecin référent des urgences
Donc, il vient quand on a besoin. Ou alors, il nous prescrit, par exemple, si c'est un antalgique ou un somnifère et qu'il connaît bien le dossier, il prescrit depuis son poste de travail aux urgences et ça arrive en prescription écrite sur notre écran. Donc, en fait, nous, on n'accepte pas les prescriptions orales, quoi. On ne sort pas de notre cadre. Forcément, on a des prescriptions sécurisées écrites, il n'y a pas de souci. C'est pas comme dans le temps où on disait, ben oui, donne ça. Maintenant, c'est vraiment cadré et c'est confortable, du coup, et c'est sécurisé. Ok. Et peut-être alors en termes de type de profil qui pourrait qui pourrait rejoindre votre équipe, est-ce que, tout type de profil ou non, quelqu'un qui est vraiment qui a un sommeil plutôt facile? Oui, alors c'est déjà quelqu'un qui a fait de la nuit et qui, pendant ses stages, ou qui a déjà dans sa vie privée plutôt une vie avec un rythme nocturne. Ça arrive aussi. Nous, on a eu des jeunes diplômés qui sont venus parce qu'ils ne dormaient pas la nuit et puis ils veyaient tous leurs copains la nuit. Si jamais vous avez une vie sociale qui est plutôt une vie sociale nocturne, c'est un poste de nuit que vous devez prendre. Et après, effectivement, le premier profil, je dirais que c'est vraiment quelqu'un qui est rompu quand même à l'exercice de nuit. C'est pas, alors, il faut essayer. Il ne faut pas se dire, oui, moi, on m'a dit que la nuit, on ne pouvait pas. Au bout de certaines années, on n'arrive plus à dormir ni le jour ni la nuit. Bon, moi, ça fait 28 ans que je suis de nuit. J'arrive toujours à dormir de nuit chez moi et de jour aussi. Donc, faut vraiment être sûr de son coup. Il faut vraiment aimer travailler la nuit. Après, au niveau des compétences, nous, on accepte tout le monde. De toute façon, la formation dans les outils est faite en sorte qu'on peut prendre un poste, j'ai envie de dire, n'importe où. Hein. Mais c'est vrai que la médecine interne, ça reste quand même un service très intéressant et on ne risque pas de perdre de la technique, même en commençant un premier poste de nuit en médecine. D'accord. Parce qu'il y a quand même plein de choses à faire et plein de choses à voir. Ok, super. Bon, merci beaucoup, Rolande, pour ce témoignage. Je voudrais avoir le deuxième témoignage, du coup, d'Oriane. Alors là, on est sur un service différent, qui est l'équipe de suppléance. Alors, on entend aussi le mot pool ou six, selon les personnes, les services, les hôpitaux. Donc, Doriane, bonjour, enchantée. Est-ce que vous pouvez, sur le même principe, parler un peu de votre parcours et comment vous en êtes arrivé, du coup, à l'équipe de suppléance? D'accord. Moi, du coup, ça fait un peu moins longtemps que je suis diplômé. Ça fait depuis 2016. J'ai commencé par l'hôpital Foch en réanimation et aux urgences. Puis au bout d'un an, je suis parti. J'ai fait 2 remplacements en CDD dans 2 salles de réveil différentes. Et j'ai fait 1 an d'intérim. Et là, ça fait 3 ans que je suis au pool maintenant. Et ça se passe très, très bien. L'hôpital il a pas mal de compétences différentes, du coup c'est assez varié. Et le principe du pool, en fait, du coup, c'est on va s'occuper vraiment du remplacement. C'est-à-dire que dans certains services, il va manquer, par exemple, soit il manque des postes non pourvus, soit par exemple, tout simplement, il y a des gens qui partent en vacances. Du coup, en fait, il faut qu'on puisse remplacer dans chaque service et en tant qu'infirmier, du coup, pour pouvoir remplacer en fait tous les collègues qui sont absents à ce moment-là. Donc, pour petite info, donc c'est une équipe qui intervient du coup sur tous les services de l'hôpital, alors, sauf la réanimation, les urgences et les urgences de la maternité Port-Royal. Si, parce que pour le coup, les urgences, on y va aussi, urgences adultes. Ça m'est déjà arrivé de se mobiliser aussi aux urgences gynéco-obstétriques. Ensuite, on y va beaucoup moins souvent parce que l'équipe, normalement, là-bas est assez en place et on n'est pas forcément très bien formé sur la maternité. Du coup, généralement, on n'y va que très rarement ou en cas de force majeure. Si par exemple, vraiment, il n'y a personne en fait de nuit, du coup, on va être déplacé là-bas. Mais par exemple, pour les urgences, oui, cet été, j'ai dû faire une quinzaine de nuits sur les urgences adultes, par exemple. Parce que du coup, cet été, il manquait pas mal de personnel aux urgences. Et d'après votre parcours, vous avez fait, pas mal d'établissements, que ce soit du privé, du public. Il me semble que vous avez fait de l'intérim également. Donc, j'ai l'impression que du coup, la suppléance, ça englobe un peu tout ça. Vous diriez quel type de profil peut rejoindre l'équipe de suppléance? Déjà, oui, en effet, ce qui est pas mal de la suppléance, c'est que pour le coup, quand on a un peu la bougeotte dans le métier, ça permet de voir pas mal de compétences différentes, que ce soit du coup de la médecine, de la chirurgie, de la cardio, de vraiment toutes les spécialités qu'un hôpital peut avoir. Et
Du coup, là-dessus, c'est vrai que c'est vraiment, enfin, ça permet vraiment de toucher à tout sans, en fait, d'avoir des connaissances un peu variées dans tous les domaines. Et bon, voilà quoi, c'est. Bon, bah, c'est très bien comme réponse. Et du coup, alors, pourquoi avoir choisi la nuit? Est-ce que vous, c'était dans votre organisation personnelle? Comment ça s'est fait, du coup, ce choix de nuit? Alors, en fait, le choix de nuit, c'est vrai qu'avant de faire, de venir à Cochin, je connaissais pas forcément bien la nuit. En réa, en effet, c'était une alternance 3 mois jour, 3 mois nuit. Là, je connaissais. Mais c'est vrai que ce qui m'a poussé un peu à faire la nuit, c'est les horaires. J'aime bien le fait tout simplement d'être un peu moins souvent à l'hôpital en faisant une petite et une grande semaine. Du coup, en travaillant 10 heures et pas du 7 heures. Du coup, ça permet en fait juste d'avoir un rythme de vie avec un peu plus de jours de repos, hein, et des jours complets. Ensuite, c'est vrai que la nuit, l'avantage, c'est que c'est quand même relativement plus calme au niveau des va-et-vient, que ce soit des familles ou des entrées et des sorties des patients, du côté administratif aussi. On a un peu moins d'administratif de nuit par rapport au jour. On n'a pas forcément l'ouverture des dossiers, etc. Ce qui est un peu prenant dans le métier d'infirmier, c'est que on se retrouve des fois à faire à créer entièrement les dossiers des patients, à devoir, au moment de leur sortie, tout réimprimer, etc. Ça paraît des petites choses, mais quand on a une quinzaine de patients à gérer, faire ça, ça commence à prendre du temps. Du coup, c'est vrai que l'avantage de nuit, c'est qu'on a moins ce côté-là. Et, et puis ensuite, voilà, c'est vrai que moi, je m'habitue très bien au rythme de nuit. Ça me dérange pas. Et puis sur mes jours de repos, je suis capable complètement de retrouver un rythme de jour. Du coup, ça, je pense que c'est propre à chacun. Ensuite, faut pas forcément essayer d'aller contre sa nature là-dessus, parce que si on n'arrive pas du tout à tenir la nuit, ça va être très compliqué au moment où on a, par exemple, un pépin pendant une nuit, alors qu'on est à moitié endormi. Ça peut poser problème ça peut être délétère pour un patient, puis aussi pour les collègues qui vont du coup se retrouver avec une personne en moins pour pouvoir gérer une situation. Du coup, là-dessus, c'est vrai que c'est compliqué. Du coup, c'est vrai que le profil de nuit, en fait, je pense que faut se connaître là-dessus, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation, vous diriez? Est-ce qu'on met un peu de temps avant de s'acclimater à la nuit ou bon, ça, j'imagine encore une fois que c'est propre à chacun, mais est-ce que voilà, c'est progressif? Est-ce qu'on peut, au début, on commence quelques nuits, c'est un peu compliqué, et puis au final, on s'habitue? Alors, je pourrais pas vous dire parce que moi, de mon expérience, je me suis habitué très très vite en fait à la nuit. Du coup, voilà, je pourrais pas vous dire pour chacun parce que moi là-dessus, ça a été très facile. Du coup, voilà, je pense que oui, il y a certaines personnes qui doivent petit à petit s'habituer en effet au fait de travailler de nuit. Au début, ça va être compliqué de trouver un rythme et ils n'arriveront pas forcément à ressortir du rythme de nuit sur leur jour de repos. Mais encore une fois, c'est un peu propre à chacun. Moi, pour ma part, pour mon expérience, j'ai jamais eu de problème à travailler de nuit et à rentrer, et de pouvoir m'endormir et puis le soir, être de nouveau actif pour pouvoir reprendre une nuit de travail, quoi. D'accord, merci. Et peut-être en termes d'organisation un peu des soins, donc l'équipe de suppléance intervient dans beaucoup de services. Est-ce que comment ça se passe, l'intégration dans les services? Est-ce que vous avez, par exemple, les services sont définis un petit peu en amont? Comme ça, vous avez quand même une idée de votre mois, j'imagine, ou Oui. comment ça se passe? Alors déjà pour l'intégration, en fait, on est formé pendant plus d'un mois. En fait, pendant un mois, on va être complètement doublé. Ça veut dire qu'on va aller voir tous les services, etc., avec des infirmières du service, et généralement des infirmières où ça fait un moment qu'elles sont présentes dans ce service. Du coup, ça permet de connaître un peu les pathologies, même si, bon, bah, voilà, en un mois, on n'est pas opérationnel complètement. Du coup, ça permet quand même d'avoir un regard un petit peu. C'est un peu comme un stage en fait, mais un stage voilà, vraiment bien encadré par l'équipe. Et ensuite, pendant 2 autres mois, on va être lâché, mais petit à petit, en étant toujours supervisé dans certains services qui demandent voilà, une prise en charge particulière. Par exemple, je pense moi, je me rappelle, j'avais demandé de refaire quelques nuits en intégration en hématologie, parce qu'il y a de l'hémato-soins intensifs et de l'hémato-soins généraux. Du coup, c'est vrai que c'est des patients qui sont très, très fragiles, du coup, avec voilà, comment ça s'appelle?
avec beaucoup de soins la nuit, comme il peut y avoir des chimios, il peut y avoir des transfusions, voilà, beaucoup d'actes un peu particuliers, spécifiques justement à ces pathologies. Du coup, voilà, j'avais demandé là-dessus une formation ça n'avait pas posé plus de problèmes que je refasse de l'intégration dans ces services. Et pareil, pour plein d'autres services, parce que des fois aussi, on va en cardio-soins intensifs. Du coup, évidemment, c'est encore particulier. Du coup, là-dessus, les cadres sont assez au fait de la difficulté de ce service. Du coup, ils n'hésitent pas à nous renvoyer dans les services pour qu'on puisse avoir encore une autre formation que les quelques jours qu'on a pu déjà passer dedans. Si on ne se sent pas à l'aise dedans, on n'est pas lâché non plus dans les services comme ça. Voilà. Et pour la deuxième partie, vous disiez déjà C'était du coup sur, voilà, sur cette pour le intégration. planning. Ouais. Oui, c'était pour le Ah oui, planning. sur le Du planning. coup, ouais, pour le planning, en fait, oui, en fait, on a toujours la même trame comment ça le planning, en fait, est toujours le même. C'est-à-dire qu'on on est en 3-2, ça veut dire qu'on a une petite et une grande semaine. Par exemple, là, cette semaine, j'ai posé mon week-end, mais sinon, je faisais lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche. Et ensuite, la semaine d'après, du coup, le mercredi et le jeudi. Ça, du coup, c'est le planning classique, une semaine sur deux. Nous, la particularité, c'est que d'un mois à l'autre, on ne sait pas forcément dans quel service on va être positionné. Par exemple, là, on a reçu du coup le mois dernier le planning de ce mois-ci avec du coup les différents services où pour ma part, j'allais être placé. Par exemple, je savais que le lundi, j'allais être placé en pneumologie. Et ensuite, voilà, la semaine prochaine, il me semble que je vais en médecine interne et ensuite en hémato et tout. Du coup, je sais dans quel service. Sauf quelques fois par semaine où du coup, on fait ce qui s'appelle la soupape, c'est-à-dire on fait les absences de dernière minute. Du coup, on attend en fait dans un bureau avec le cadre qui est référent de la nuit et en fait, on répond aux demandes des dernières minutes. Par exemple, un collègue qui n'a pas pu venir à cause d'un problème de voiture ou une absence par maladie ou des fois, ça arrive des intérimaires qui ne se présentent pas et du coup, là, il faut qu'on puisse les remplacer comme ça à la dernière minute. Et voilà, sinon, nos plannings sont à peu près, voilà, c'est toujours les mêmes, c'est juste que d'un mois à l'autre, on ne sait pas forcément dans quel service on va être envoyé. Tout ça, c'est en fonction des demandes des services. D'accord. Et donc, oui, donc c'est une équipe en fait qui demande vraiment de pouvoir enfin voilà, réagir vite, être réactif et s'adapter du coup à chaque service, chaque du coup, type de soins. Et est-ce que alors c'est un service qu'on peut quand même recommander à un jeune diplômé, quelqu'un qui a fait plusieurs stages mais qui sort d'études? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut recommander ou non, vaut mieux attendre un petit peu En soi, oui, c'est juste que il faut une personne relativement, on va dire, réactive qui soit capable de se mettre à niveau très vite dans les services et puis voilà, qui reste humble un peu parce que du coup, dans les services, enfin, moi, je parle personnellement, j'ai pas la prétention d'avoir les mêmes connaissances qu'une personne qui est là à l'année dans le même service, du coup, qui connaît vraiment sur le bout des doigts toutes les pathologies qu'il peut avoir. Du coup, voilà, faut être réactif, mais faut pas hésiter aussi à aller voir les personnes qui sont dans les services, par exemple comme ma collègue Roland qui est en médecine interne et qui connaît très très bien les pathologies qu'on rencontre là-bas, bien mieux que moi qui suis là depuis 3 ans, mais voilà, je suis pas en médecine interne et je connais pas aussi bien les pathologies que elle, comme par exemple dans d'autres services comme en chirurgie. Voilà, du coup, je pense que oui, en soi, un jeune diplômé peut tout à fait venir au pool, mais voilà, faut quelqu'un qui soit motivé, qui s'intéresse beaucoup en fait aux différents types de soins, pathologies et spécialités de l'hôpital, et vraiment qui soit capable de relativement vite prendre ses marques dans un service, parce que en fait, quand on vient pour remplacer quelqu'un, il faut qu'on soit en fait vite, comment on peut dire, opérationnel? ouais, voilà, tout à fait. Vite opérationnel parce que faut à la fois pour pouvoir prendre en charge une salle et pas peser non plus sur les personnes qui travaillent dans ce service-là. C'est-à-dire que voilà, faut pouvoir avoir un minimum de connaissances et pas
et pas demander plus de travail aux collègues qui sont déjà présents, quoi. Voilà, nous, on est là pour remplacer, pour les aider, mais voilà, il faut pouvoir être relativement réactif. Ok. Bon, bah, super. Moi, voilà, donc c'était des témoignages très intéressants, hein. Merci beaucoup, Doriane. Donc, on a pour un peu voilà, préciser tout ça, on a des postes du coup disponibles donc, dans cette équipe également. Donc, si vous êtes intéressé ou souhaitez échanger notamment avec Doriane et Roland et les cadres du coup des services de jour et de nuit d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on répondra vraiment plus en détail à toutes vos questions, à la façon dont les soins sont organisés, etc. On peut vraiment prendre le temps de rentrer plus en détail. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées sur le chat. On distribue également un petit questionnaire de satisfaction à la fin dans lequel vous pouvez remonter tout ce qui vous a plu, ce qui vous a un peu moins plu sur ces échanges. Donc voilà, donc l'adresse de recrutement, elle est là. Un dernier mot sur un peu notre organisation de travail. Donc, avant de vous engager, vous avez tout à fait la possibilité du coup de venir découvrir nos services, les services présentés et bien d'autres d'ailleurs, en journée porte ouverte. Alors, donc là, c'est des journées, je m'avance un peu, mais où vous ne pratiquez pas de soins, mais voilà, vous assistez aux transmissions, vous regardez un petit peu l'équipe, comment ça se passe, les soins, etc. Donc ça peut être très intéressant si vous avez quelques a priori sur un service. On propose aussi des stages. Donc là, c'est vraiment au cas par cas parce que voilà, c'est à étudier. Si vous avez par exemple un projet pédiatrie, donc on vous oriente vers l'hôpital Necker par exemple, mais voilà, il faut avoir un parcours et un projet. Voilà, donc ça, c'est également une possibilité. Et enfin, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a des échanges personnalisés qui sont donc faisable avec du coup des intervenants, soit de la DRH, soit de la direction des soins. Donc, on est vraiment à votre écoute. Et alors, moi, il y avait une question qui a été posée. Comment se passe l'intégration, on y est revenu. Est-ce qu'il y a la possibilité de travail à mi-temps? Donc, oui, alors moi, je me suis renseignée. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, la plupart du temps, on propose des 80%. Mais oui, donc c'est tout à fait possible. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Donc, voilà, cette présentation est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Ça a été, voilà, on a entendu des témoignages très variés, très riches et des équipes très différentes. Mais c'est un plaisir pour nous du coup d'aller à la rencontre d'infirmiers et de cadres qui travaillent voilà, au service des patients, etc. Les organisations ne sont pas les mêmes. Donc voilà, moi, si vous avez d'autres questions, si vous avez des services en particulier qu'on pourrait aborder sur les prochaines éditions, donc n'hésitez pas à remonter tout ça. Voilà, on est à votre écoute et donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine édition et je voulais vous remercier encore une fois d'avoir été présent aujourd'hui et je voudrais remercier les intervenants qui ont pris le temps de participer à cet échange. Voilà, donc merci beaucoup à tous et à bientôt.